Euh, O8 est une association plutôt anglophone, c'est une ONG, c'est une organisation non gouvernementale qui existe à Genève depuis l'année 2000. Autrefois, ça s'appelait Geneva Women International Trade et depuis l'année 2010, ça s'est nommé Organization of Women in International Trade. C'est une organisation qui a pour objectif, les personnes qui y travaillent sont toutes bénévoles, qui a pour objectif de soutenir les femmes dans le monde du travail en organisant différentes activités, que ce soit des conférences, des portes ouvertes d'entreprises, des ateliers et aussi des rencontres mensuelles qu'elles appellent maintenant les after work. Et surtout, elles organisent aussi des échanges, du networking. Donc, c'est une association qui a pour but de vraiment soutenir les femmes un peu dans tous les domaines. Donc, O8, au début, se nomme Organization of Women in International Trade parce qu'elles sont beaucoup axées sur le monde du commerce, mais pas seulement. C'est une association qui est très ouverte et toute femme qui habite Genève peut adhérer à l'association ou participer aux activités de l'association et trouver un intérêt parce qu'il y a des événements qui sont vraiment autour du commerce, mais d'autres, pas du tout. Il y a des activités qui peuvent être de développement personnel, qui peuvent être comme ce qu'on dit, l'activité qu'on a ce soir, l'événement qu'on a ce soir, qui est plus autour de l'intégration professionnelle, l'insertion professionnelle. Donc, c'est une association qui est assez large et qui a pour but de toucher un maximum de femmes d'horizons divers. Et je passe maintenant la parole à Mélanie, qui va nous dire quelques mots sur F Information et le réseau femmes. Alors, bonsoir à toutes, merci Chocoufé. Chocoufé et moi sommes collègues à F Information. On travaille toutes les deux dans le secteur professionnel, c'est-à-dire qu'on donne des consultations d'orientation professionnelle, on anime des ateliers, des bilans de compétences, ce genre de choses. Et puis, on a effectivement ce partenariat avec O8 depuis 2015. Donc, F Information, c'est une association qui existe depuis bientôt 40 ans et qui s'est créée avec pour mission première de donner des informations aux femmes sur les différentes ressources qui existent à Genève pour leur permettre de trouver des réponses à leurs questions, des solutions à leurs problèmes. Et puis, en fait, c'est l'association féminine féministe généraliste de Genève. C'est un peu une porte d'entrée. Et on a 3 grands pôles d'activités principaux qui sont les consultations individuelles dans 3 domaines, à savoir le domaine social, le domaine juridique et le domaine professionnel. Donc, ce sont des consultations sur rendez-vous que les personnes peuvent prendre avec les différentes conseillères. On a le deuxième pôle qui sont les activités collectives, avec notamment le réseau d'échange de savoir entre femmes d'ici et d'ailleurs qui a été qui est cofondé et co-animé justement par Chocoufé qui est avec nous ce soir depuis plus de 25 ans maintenant. Et dans ces activités collectives, il y a aussi ces sessions de bilan portfolio de compétences pour femmes en emploi ou en transition dont je vous parlais. En ce moment, il a aussi lieu un atelier pour femmes au foyer qui s'appelle « Se préparer à la reprise d'un emploi ». Enfin voilà, ce genre d'activité. Et le troisième pôle, c'est la bibliothèque Filigrane, qui est en Suisse romande la bibliothèque qui a le plus grand nombre de ressources autour des questions du genre, femmes, féminisme, enfin tout type de questions, mais c'est vraiment une bibliothèque de référence qui s'adresse aussi bien aux chercheuses, chercheurs dans ces domaines, sur ces questions-là, qu'aux personnes, c'est ouvert à tout public. Il y a aussi pas mal d'actions de médiation culturelle, donc n'hésitez pas à aller voir sur le site de F Information, à vous connecter éventuellement à la page Facebook ou au compte Instagram pour avoir les différentes informations sur les animations en cours. Bon, évidemment, en ce moment, c'est un peu limité, mais bientôt, bientôt, on va pouvoir réouvrir un peu plus largement, j'espère. Voilà, donc voilà pour F Information déjà. Et donc, comme je le disais, et comme le disait Chocoufé en introduction, on a des partenariats avec O8 pour organiser un événement annuel depuis 2015. Et en fait, on a déjà abordé les thèmes suivants. Donc, en 2015, c'était Femmes et Leadership. En 2016, l'entrepreneuriat social. 2017, prendre la parole en public. 2018,
atelier bilan de compétences. Il manque une année, donc je ne sais plus. Alors j'ai dû me décaler, peut-être qu'on a commencé en 2016. Bon. En tout cas, ce soir, le thème sera consacré aux femmes migrantes qualifiées sur le marché suisse du travail. Donc on a le plaisir d'accueillir France Laurent et Sarah Gamblin de Découvrir, qui sont particulièrement qualifiées pour parler de ce sujet. Et justement, Découvrir et F Information font partie du réseau femmes que je vais vous présenter brièvement. Donc, le réseau femmes, c'est un réseau qui regroupe actuellement 9 associations féminines féministes de Genève et qui s'est constitué de manière informelle en 2007. Parmi les objectifs de la constitution de ce réseau, c'était notamment de se mettre en commun pour expliquer déjà aux subventionneurs qui sont principalement le canton et la ville de Genève les différentes actions et prestations des associations pour permettre aussi de mieux comprendre dans quel domaine sur lequel on agissait, pour aussi mettre en commun les ressources, les pratiques, faire du partage de pratiques, travailler en réseau, refaire remonter les besoins des femmes, faire connaître sur la place publique leurs problématiques. Une des premières actions qui a été mise en place en 2008, ça a été la publication d'un dépliant commun qui est très bien fait, qui a été réédité déjà plusieurs fois et qui permet de montrer en fait comment on fonctionne en réseau et comment, en fonction des différentes questions, difficultés auxquelles sont confrontées les femmes, elles peuvent s'adresser à telle ou telle association et voilà, comment elles peuvent circuler aussi dans le réseau. Il y a aussi un développement de projets communs. Donc, pour donner quelques exemples, il y a quelques associations du réseau qui, par exemple, ont un partenariat autour d'un dispositif de job coaching pour les femmes peu ou pas qualifiées. Il y a les logements relais qui ont été montés aussi dans le cadre du réseau femmes. Et elle s'est constituée officiellement en association tout récemment, là, à l'automne dernier, en septembre dernier. Je vais passer la parole aux intervenantes principales de ce soir, à savoir France et Sarah. Merci beaucoup. Vous voulez peut-être vous présenter puis présenter l'association Découvrir. Merci beaucoup Mélanie. Bonsoir à toutes. Donc Sarah présente aussi là et moi, on est vraiment ravis d'être avec vous ce soir au nom de l'association Découvrir et puis de Rocio, notre directrice qui est aussi là parmi nous. On remercie chaleureusement OWIT et puis F Information d'avoir pensé à nous, même si c'est vrai que la thématique paraît être assez évidente puisque nous on s'occupe depuis 13 ans d'accompagner les femmes migrantes qualifiées qui viennent du monde entier vers l'emploi. Donc on était aussi très intéressés pour vous apporter des informations sur toute cette thématique du marché du travail. Découvrir sa mission, donc c'est d'aider à dépasser les obstacles, de valoriser les talents des femmes qu'on accompagne et puis on pourrait dire un peu d'éviter le gaspillage de leurs compétences en leur proposant des prestations individuelles, collectives qui facilitent le processus d'insertion sur le marché suisse de l'emploi. Suisse parce qu'on est présente non seulement à Genève, mais aussi dans d'autres cantons, Lausanne, Neuchâtel, et puis bientôt peut-être, en tout cas Valais et Zurich, avec des projets d'ouvrir des nouvelles antennes dans ces cantons-là. Pour vous donner quelques chiffres clés rapidement, je vais partager avec vous quelques documents. Je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer un petit peu chiffres. Pas quelques chiffres. Voilà. Donc, ça, c'est notre mission. Je vous en parlais. Une mission quand même essentiellement centrée sur l'accompagnement des femmes, mais aussi, on en parlera plus tard, sur toute la dimension entreprise et sensibilisation des acteurs et actrices en fait, de l'emploi à la thématique égalité, mixité, inclusion, diversité culturelle, etc. Donc ça, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure.
Les chiffres clés, il faut savoir qu'on a accompagné l'année dernière, pour vous donner une petite idée, en 2019, 141 nationalités, donc ce qui est très riche au sein de l'association. Nous avons accompagné à peu près un peu plus de 800 personnes, dont 715 femmes et puis 113 hommes. Je rappelle qu'on est centré sur le public femme, mais que évidemment des hommes qualifiés peuvent venir nous rencontrer. On a à peu près 300, entre 300 et 320 apprenants, apprenantes de français et d'anglais, puisque nous avons aussi tout le volet cours de langue. Et puis l'année dernière, sur les personnes globalement qu'on a accompagnées dans les services en individuel, on a une petite centaine, enfin un peu plus de 100 personnes qui ont retrouvé un emploi, un stage, voilà, au sein de l'association. Donc, c'est vrai qu'en parallèle de l'association, on travaille aussi, je vous le disais, pas mal avec les entreprises, puisqu'on mène un travail de sensibilisation pour faire connaître les talents, présenter aussi les avantages à embaucher des compétences féminines. On a développé à peu près 70 partenariats l'année dernière, et puis tout compris, hein, institutions publiques, associations fêtières, entreprises privées. On en parlera également après, puisque c'est un de nos axes phares également dans l'association. On vous a mis ici un petit peu les domaines aussi d'activité ou les domaines professionnels des femmes qui viennent nous voir. Donc, c'est très, très varié, hein, évidemment, puisqu'on passe à la fois des jobs, des qualifications d'ingénierie, d'informatique, à l'éducation, santé sociale, jusqu'à la production logistique. Donc, ce qui fait un panel très intéressant de talents et de compétences à mettre en valeur sur le marché aujourd'hui. Donc, je vous disais, des cours de langue on a beaucoup de cours de langue qui vont de tous les niveaux A à C, essentiellement en français. On œuvre sur de l'accompagnement individuel, mais également de l'accompagnement collectif, de l'accompagnement individuel qui peut aller de travailler sur les CV, les dossiers de candidature adaptés au marché suisse, des modules LinkedIn, voilà, du coaching individuel et puis des prestations collectives de remobilisation autour du projet professionnel. Et Sarah, de toute façon, elle aura l'occasion d'étoffer un peu ses propos avec des exemples. Voilà un petit peu comment on se présente à vous. Et puis, moi, ce que je propose maintenant, c'est de laisser la parole à Sarah pour présenter finalement un petit peu comment trouver son chemin professionnel et puis faire valoir ses compétences. Donc, Sarah, elle va réfléchir un petit peu avec vous et je vous revois tout de suite après pour compléter l'information du soir sur les constats du marché et puis comment est-ce qu'on peut aujourd'hui, un peu dans ce marché en pleine mouvance, s'intégrer en tant que femme qualifiée venue du monde entier. Voilà. Donc, à tout de suite et je laisse à Sarah enchaîner. Merci France, et je suis enchantée d'être parmi vous ce soir. Alors bon, c'est une question assez vaste, hein, comment trouver son chemin professionnel et faire valoir ses compétences sur le marché suisse. Lorsqu'on est une femme migrante qualifiée, ça comprend beaucoup de choses, mais je pense que tout d'abord, il faut être conscient que ça peut prendre du temps et qu'il ne faut surtout pas perdre patience, espoir et motivation. C'est tout un processus et selon toute une série de critères, c'est vrai que ça peut prendre quand même un certain temps. Donc voilà, il faut avoir ça en tête au départ. C'est quand même important. Et bon, pour trouver son chemin en tant que professionnel en Suisse et lorsqu'on est issu de la migration, il est essentiel tout d'abord de s'informer sur le marché du travail et d'être au clair sur son projet professionnel, sachant que son projet va certainement s'adapter, se modifier au fur et à mesure qu'on a une meilleure connaissance du marché, parce que voilà, son projet va devoir s'adapter aux réalités du marché, bien évidemment. Après, les conseils qu'on peut vous donner depuis notre expérience d'accompagnement pour l'intégration et l'insertion professionnelle des femmes migrantes qualifiées à découvrir, donc, sont qu'il est essentiel tout d'abord de se constituer un bon dossier de candidature, c'est la base. Il faut que ce dossier soit adapté aux normes locales et adapté à son projet professionnel. Donc, pas un dossier de candidature généraliste, mais un dossier de candidature qui soit vraiment ciblé selon ce que vous recherchez, selon l'entreprise à laquelle vous allez l'adresser, selon votre objectif.
Et puis, bon, adapté aux normes suisses, donc, parce que chaque pays a sa propre manière de constituer un dossier de candidature. Donc, pour ça, faites-vous accompagner, ça vaut la peine. Et surtout, n'oubliez pas de vous faire relire, parce que les fautes d'orthographe et de grammaire dans un CV, par exemple, ça passe pas du tout. Donc, très important de se faire relire à chaque fois qu'on fait une modification. Voilà, trouvez autour de vous, mobilisez vos ressources personnelles pour ça. Et faites-vous accompagner si nécessaire, et ça peut être une bonne chose pour constituer un dossier qui soit percutant, qui soit adapté, qui corresponde vraiment à vos objectifs. Il est important aussi, souvent, pas toujours, mais de faire reconnaître ses diplômes. C'est une démarche qui peut être nécessaire selon le domaine professionnel, selon le type de diplôme. Ce n'est pas toujours le cas. Pour ça aussi, informez-vous. Ça, c'est des informations qu'on peut vous donner ici en consultation. Est-ce que dans votre cas particulier, c'est nécessaire ou pas? Si ce n'est pas nécessaire, est-ce que c'est tout de même utile? Parce que même si ce n'est pas demandé dans certains domaines professionnels, ça peut quand même être rassurant pour l'employeur. Ça peut lui permettre parfois de mieux comprendre à quoi correspondent vos études. Enfin, ça peut être une sorte de traduction pour lui. Ça lui aide aussi à mieux comprendre à quoi ça équivaut par rapport aux études en Suisse. Donc, même si ce n'est pas obligatoire, c'est quand même souvent plutôt bien vu par l'employeur. C'est une démarche qui peut prendre un certain temps, qui parfois a un coût, parfois pas. Enfin, tout dépend du type de diplôme, de l'école dans laquelle on a fait sa formation, du pays dans lequel il a été obtenu. Donc, voilà, la démarche peut être très, très variable selon tous ces critères-là. Donc là aussi, ça peut valoir la peine de vous faire accompagner si ça vous semble quelque chose de compliqué. Parfois, la démarche est toute simple. Hein, c'est vraiment, ça dépend. Voilà. Ensuite, c'est aussi, vu que c'est une démarche qui peut prendre un certain temps, ça ne veut pas dire qu'il ne faut faire que ça, évidemment. Hein. Imaginons que la reconnaissance de diplôme prenne une année ou plus. Bien entendu, continuez vos autres démarches en parallèle, évidemment. Par exemple, l'apprentissage de la langue, le travail sur la réflexion de son projet professionnel, le travail sur l'adéquation de son dossier de candidature. Enfin, c'est une démarche globale. Hein. Ne vous focalisez pas sur une chose seulement. Vous pouvez faire les choses ensemble, ça prendra corps, ça fera plus sens aussi. Vous aurez une meilleure énergie aussi à mettre là-dedans. Il est important aussi, essentiel même, de s'informer sur le contexte local et le marché suisse de l'emploi, comme je disais au début, et sur son domaine professionnel. C'est-à-dire apprendre à mieux connaître votre milieu professionnel, la culture du travail dans votre milieu professionnel, les codes du travail. Et ça, vous pouvez le faire en développant votre réseau, en cherchant à rentrer en contact avec des personnes qui occupent des postes proches du vôtre ou proches de votre cible, disons. Voilà, à travers le réseau. Donc, avec des questions claires et avec cette intention de comprendre comment ça fonctionne, comment on exerce cette profession ici, quels conseils on peut vous donner. Voilà, mais c'est vraiment essentiel et ça va vous permettre aussi de mieux comprendre et de savoir si il y a des compétences que vous avez besoin de développer, des compétences techniques ou des compétences soft aussi peut-être, enfin, de mieux sentir ce milieu. De vous sentir plus à l'aise aussi quand vous rentrerez en relation avec des personnes de votre secteur. Il est important aussi de développer votre visibilité professionnelle, de ne pas rester dans l'ombre, de vous faire voir et de montrer votre expertise et votre expérience. Ça, vous pouvez le faire beaucoup et c'est vraiment très actuel de le faire sur les réseaux sociaux. Ça fait quelques années qu'on en parle, mais je crois que maintenant, avec la crise sanitaire et que maintenant qu'on passe au virtuel pour tout le monde est conscient que c'est juste essentiel d'être visible professionnellement sur les réseaux sociaux. Et ça passe en bonne partie par le réseau LinkedIn. Donc, avoir un bon profil sur LinkedIn, un profil qui soit valorisant. Et attention, pas mettre n'importe quoi, pas avoir un profil qui soit très succinct ou où on met un peu toutes nos expériences en vrac. Ce n'est pas la reproduction de son CV. C'est vraiment quelque chose qui doit être en résonance avec votre projet professionnel et qui doit être extrêmement valorisant. Idéalement avec des références, avec qui soit le plus valorisant possible. Donc, c'est aussi quelque chose à bien travailler.
Essayez aussi d'y placer des mots-clés qui soient en lien avec votre domaine professionnel pour être mieux référencé. Voilà, c'est vraiment un travail important à réaliser. Et une fois que vous avez un bon profil, efficace, bien référencé, eh bien, il faut l'utiliser. Il faut être actif sur les réseaux. C'est-à-dire, vous ne serez pas visible si vous avez un profil LinkedIn inactif. C'est comme d'envoyer un CV dans le désert. Enfin, ensuite, il faut vraiment l'activer et montrer votre expertise, montrer votre savoir-faire en publiant des choses, je ne sais pas, vous pouvez relayer des informations en mettant un commentaire personnel, partager des événements intéressants en lien avec votre domaine, avec votre expertise. Peut-être, si vous êtes à l'aise avec ça aussi, poster des vidéos bien faites, des tutoriels, enfin, vraiment montrer que vous êtes une professionnelle de tel domaine et que ce soit en cohérence totale et bien aligné avec votre projet professionnel. Donc ça revient au développement de son réseau aussi. C'est aussi quelque chose d'essentiel pour se faire sa place sur le marché du travail. Développer son réseau professionnel, son réseau personnel aussi, mais avec cet esprit professionnel. Et ça, vous pouvez le faire bien sûr aussi par le biais de LinkedIn. C'est un très bon outil pour ça. Donc, ça ne veut pas dire essayer de se connecter à plein de monde sur LinkedIn comme on le ferait sur Facebook. C'est vraiment le faire de manière ciblée, en recherchant des personnes clés qui auraient des postes qui ressembleraient à celui que vous recherchez, par exemple, ou des personnes qui auraient des postes de manager dans des entreprises qui pourraient vous intéresser, mais faites-le de manière réfléchie. En réfléchissant à comment vous allez vous adresser à cette personne, comment vous allez la contacter via LinkedIn pour qu'elle ait envie d'accepter votre invitation. Et l'idée étant d'essayer de rentrer réellement en contact avec cette personne. Alors maintenant, ce serait plutôt de manière virtuelle, en lui proposant par exemple un entretien, en lui disant que vous seriez intéressé à la contacter pour avoir quelques conseils sur XY ou partager une idée. Bref, essayer de créer un contact véritable avec cette personne quand c'est possible. Parce qu'encore une fois, si c'est juste « Ok, il a accepté mon invitation », ben voilà, ça peut en rester là, ce ne sera pas forcément très utile. C'est une bonne chose aussi, hein, mais voilà, l'idée est quand même d'essayer vraiment de se constituer un véritable réseau et de l'activer quand c'est nécessaire. Voilà, et surtout aussi de l'entretenir. Donc, développer son réseau, c'est aussi, par exemple, participer à des événements comme vous le faites ce soir. C'est plus facile, évidemment, quand c'est en présentiel. Ce n'est pas complètement impossible en virtuel. Donc, en présentiel, c'est plus simple parce qu'on voit les personnes physiquement, on peut s'en approcher au moment de l'apéro et discuter, échanger des cartes, échanger des idées. En virtuel, c'est moins facile, mais on peut aussi, au moment des questions-réponses, poser des questions pertinentes et peut-être par ce biais-là ensuite demander à rester en contact avec les intervenants qui, en règle générale, vont partager leur adresse mail en fin de présentation, par exemple. Donc voilà, et puis ensuite, entretenir ce réseau, chercher le contact, voir ce que vous pouvez échanger, parce que le réseau, c'est intéressant pour nous quand on est en recherche d'emploi, bien sûr, d'avoir des contacts intéressants, mais c'est intéressant pour l'autre aussi. Hein. Le réseau, c'est de l'échange. Donc, nous, qu'est-ce qu'on peut apporter à l'autre aussi? C'est une question qu'on va se poser quand on essaie de réseau. Et moi, j'ai des questions à poser à cette personne, mais je pense que j'ai peut-être aussi un regard intéressant à lui apporter ou des conseils ou une expérience à partager avec cette personne. Voilà, je pense qu'il faut penser le concept de réseau dans ces termes-là, en termes d'échange. Ça nous met plus à l'aise aussi de se dire qu'on ne va pas vers l'autre pour demander quelque chose à l'autre, mais pour échanger avec l'autre et lui apporter des choses aussi. Donc voilà pour le réseautage, ça se passe aussi sur LinkedIn. Et puis, n'oubliez pas, pour le réseautage, que le marché de l'emploi, que le marché caché de l'emploi représente pratiquement 90% du marché. C'est vraiment une part extrêmement importante. Donc, ce serait dommage de se limiter à chercher du travail sur des annonces et des offres d'emploi écrites, alors qu'une grosse partie du marché ne se trouve pas là. Et du coup, les postes qui ne seraient pas publiés, ou même parfois elles sont publiées, mais finalement on engage la personne qui nous a été recommandée par tel et tel. Et tout ça, c'est grâce au réseau. Donc voilà, le réseau, ça veut dire aussi être bien au clair
sur son projet professionnel et savoir le présenter aussi clairement et de manière intéressante et suffisamment passionnée pour accrocher l'autre. Donc surtout éclaircir son projet professionnel, c'est essentiel. Et l'actualiser et puis entretenir son réseau aussi, c'est bon voilà, si on a actualisé son projet, si on est sur autre chose, si on est en cours de formation, eh ben, pensez à en informer son réseau quand c'est possible, pour que les personnes aussi s'en souviennent, soient au courant de où on en est et puis se souviennent de nous. Hein, ça leur rafraîchit les idées aussi. Donc, ils penseront plus spontanément à nous s'ils voient quelque chose passer qui pourrait nous correspondre. Voilà, donc être au clair sur son projet professionnel et sur ses compétences clés aussi. Donc, c'est un travail important à faire, cette réflexion sur ses compétences et vers où on veut aller. J'ai déjà parlé des codes du travail, de la culture professionnelle. Je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, après, parfois aussi, pour éviter ce que mentionnait France tout à l'heure, éviter de rentrer dans un processus de déqualification parce qu'on n'exerce pas ses compétences pendant un certain temps, parce qu'avec le temps, on oublie ou on est un petit peu moins actualisé. Eh bien, ça peut être intéressant de réaliser un stage, éventuellement. Ça peut être intéressant aussi si on est dans une démarche de réorientation professionnelle ou tout simplement pour mieux comprendre aussi ce que je disais au sujet de la culture du travail et le code du travail en Suisse, aussi pour découvrir tout ça depuis l'intérieur et se sentir plus à l'aise aussi et réaffirmer nos compétences qu'on a déjà, mais parfois, avec le temps, on commence à en douter aussi, avec le manque de retour de la part des employeurs auprès de qui on postule. Donc, ça peut aussi nous aider à reprendre confiance en nous, à nous réaffirmer professionnellement. Et ça peut également être utile parce que ça peut représenter une première expérience professionnelle en Suisse, ce qui est souvent important et rassurant pour l'employeur. C'est d'ailleurs souvent demandé dans les offres d'emploi X temps d'expérience professionnelle en Suisse. Voilà, vous pouvez mettre en avant que vous avez cette expérience de stage. Et puis, bon, ça, ce serait pour un stage, c'est pas forcément toujours facile à obtenir, surtout quand on a déjà une longue expérience professionnelle derrière soi. C'est pas toujours très bien, la démarche n'est pas toujours très bien comprise par l'employeur auprès de qui on postule pour un stage. C'est quelque chose sur quoi on travaille aussi à découvrir et dans le réseau d'associations féminines en général, sur cette sensibilisation, sur le fait que si c'est une démarche tout à fait pertinente et tout à fait gagnant-gagnant pour l'entreprise et pour la stagiaire, qui est déjà très compétente et qui a beaucoup à apporter dans le cadre de son stage. Mais voilà, ça peut aussi se faire par le biais d'une mission de bénévolat, par exemple, qui peut être quelque chose de très gratifiant déjà. Et puis déjà le fait d'être active, ça fait tout simplement du bien, hein, de sentir qu'on peut mettre nos compétences à contribution. Voilà. Et puis du coup, on pratique nos compétences aussi, donc on ne les perd pas. Et accessoirement, on en acquiert de nouvelles, forcément, parce qu'on va les exercer différemment, parce qu'on va aussi acquérir des soft skills ou des compétences soft qu'on acquiert de toute manière à travers toute expérience professionnelle. Donc, faire du bénévolat, ça peut être une option intéressante du moment que c'est temporaire ou que ça ne prend pas trop de temps non plus, parce qu'il ne faut pas que ça nous empêche de nous concentrer sur le reste de notre démarche, qui est rester au clair sur son projet professionnel et continuer ses recherches, le développement de son réseau, etc. Donc, bon, à part ça, le bénévolat, ça permet aussi de développer son réseau, bien sûr. Et puis, ça peut aussi donner de l'assurance quand on aborde les gens et qu'on est dans une démarche de réseautage, plutôt que de dire je suis en recherche d'emploi, ou de se sentir dans cette position qui est parfois qu'on peut ressentir comme dévalorisante, de se dire à soi-même mais je travaille, je suis active, je fais ça et j'exerce mes compétences. C'est vrai. Voilà, et puis finalement, le fait d'avoir une bonne maîtrise de la langue est très importante aussi.
en Suisse en tout cas, et surtout si vous vous concentrez sur le marché local, c'est vraiment important d'avoir une bonne maîtrise du français, donc de mettre une priorité là-dessus, sur l'apprentissage de la langue. L'anglais peut être très utile aussi, mais c'est quand même un plus aussi de maîtriser la langue locale. Donc voilà, il y a des personnes parfois qui hésitent, qui parlent et écrivent un français tout à fait courant et se disent « mais j'ai pas besoin du français parce que j'ai l'anglais ». C'est quand même un sacré plus d'avoir le français aussi. Donc, voilà. Et puis bon, pour finir sur ces conseils, n'hésitez pas à vous faire accompagner aussi, parce que quand on mène ces démarches seul, on peut facilement se sentir désorienté. Parce que faire une réflexion sur son projet professionnel, sur ses compétences, c'est pas quelque chose de facile à faire seul. On a souvent besoin d'un feedback, d'un regard extérieur. Et puis parce que vous avez toutes les ressources pour vous faire accompagner, donc n'hésitez pas. On a tout ce réseau d'associations féminines qui chacune travaille à sa manière. Comme disait Mélanie tout à l'heure, on a tout un dépliant qui présente les spécificités de chaque association. F-Information, par exemple, propose un bilan de compétences à découvrir. Vous pouvez vous faire accompagner pour la reconnaissance des diplômes, pour la constitution d'un dossier de candidature adapté, ciblé, des cours de langue. Vous pouvez en suivre dans Kyrielle d'association aussi. À découvrir, on peut aussi vous aider à optimiser et à utiliser de manière active votre profil LinkedIn, vous préparer à l'entretien d'embauche, vous aider à constituer, à mener cette réflexion sur votre projet professionnel et le mettre en route. Voilà, toute une série de services, de programmes vous sont proposés par les associations féminines et par Découvrir en particulier pour ce qui est des femmes migrantes qualifiées en recherche d'emploi. Après, juste un petit mot, mais France complétera ensuite, un tout petit mot sur les compétences à mettre en avant lorsqu'on est une femme migrante qualifiée. C'est surtout des ressources en fait que vous avez et qu'il est vraiment important de mettre en avant. Toutes les compétences que vous avez acquises de par votre expérience migratoire et également peut-être de par votre situation familiale ou le fait d'avoir dû peut-être mettre votre carrière en parenthèse un certain temps parce que vous avez changé de pays, parce que vous avez dû vous concentrer sur votre famille, vos enfants. Donc, ce sont des compétences qui sont vraiment importantes à mettre en avant parce qu'elles sont extrêmement valorisées en ce moment et elles le seront de plus en plus étant donné comment les choses évoluent dans le monde du travail. Et je pense par exemple à l'adaptabilité, à la flexibilité, au fait d'être proactive aussi, au fait de savoir prendre les devants, de savoir réagir calmement selon la situation, de ne pas attendre qu'on nous dise quoi faire. Avoir de la facilité, de la rapidité d'apprentissage aussi, le fait que vous êtes toutes plurilingues, que vous avez de fortes compétences interculturelles. Voilà, ce sont quelques compétences qui sont vraiment l'attribut des femmes, des personnes migrantes qualifiées en général et qu'il est précieux de mettre en avant. Voilà, et puis France va un peu compléter ce que je viens de vous dire et elle va enchaîner avec quelques constats sur le marché du travail actuel et sur comment s'y prendre pour aborder ce marché qui est en pleine mutation. Merci Sarah. Moi, je rappelle aussi que Sarah donc, est chargée de communication à l'association Découvrir et moi-même, je suis conseillère en charge des relations avec les entreprises. Donc, moi, je vais vous dire quelques mots sur ce marché du travail là aujourd'hui, tel qu'il est, parce qu'il interroge aussi beaucoup. On assiste à un marché en pleine mutation, à la fois avec l'évolution des technologies, la situation sanitaire, et puis aussi l'obsolescence de certaines compétences du fait de la poussée vraiment rapide de ces nouvelles technologies dans les entreprises. Ces informations-là que je vais vous donner, quelques informations, on les capte en fait grâce aux relations qu'on tisse avec le staff RH, les directions d'entreprise, les associations fêtières des métiers. Voilà, on vous expliquera un petit peu tout ça.
Donc, globalement, les acteurs et actrices de l'emploi constatent une baisse, certes, du nombre de postes. Ça, c'est une évidence, mais vous allez voir aujourd'hui, et Sarah et moi, on se porte vraiment, on veut apporter un message d'espoir aussi sur ce marché-là, parce qu'en fait, ce qu'on constate, c'est que en même temps, les entreprises, elles semblent être dans une vraie dynamique de réflexion par rapport à leurs responsabilités sociales. Et finalement, c'est le moment ou jamais. Donc, les associations féminines tournées vers l'emploi, dont nous, on fait partie, on va se servir en fait de cette situation-là pour approcher les structures et puis les convaincre d'embaucher les talents que l'on accompagne. Donc, finalement, c'est vraiment une opportunité que l'on a décidé, en tout cas, on a décidé de voir cette situation comme une opportunité pour toutes les femmes qu'on accompagne. Donc, c'est une bonne opportunité pour développer la responsabilité sociale des entreprises. Et puis, en parallèle aussi, je ne sais pas si vous savez, mais la Suisse se doit d'atteindre des objectifs. Elle doit répondre aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, les 17 ODD. Et dans ces objectifs, on a le 5e objectif qui est dédié à l'égalité homme-femme. Donc ça, c'est aussi très important puisqu'on accompagne des femmes aussi. Donc, faire valoir cet objectif-là, qui était anciennement l'objectif du millénaire, maintenant qui s'appelle les objectifs du développement durable de l'ONU, combiné à une situation économique qui peut laisser la part belle, en fait, et on va en reparler un petit peu, voilà, Sarah vous l'a déjà dit, mais à tout l'échantillon des compétences soft aussi, fait qu'on est assez confiante, et c'est un message qu'on veut vous transmettre, enfin, qu'on veut transmettre aussi à l'ensemble des femmes et qui recherchent du travail, mais aussi à l'ensemble des actrices qui accompagnent ces femmes-là. On est plutôt assez confiante. On pourrait dire que c'est aussi une occasion donc, pour faire valoir la mixité, la diversité, l'inclusion, l'égalité femmes-hommes, plein d'espoir pour la promotion des femmes aussi qui visent des postes à responsabilité, et également dans des domaines à dominante masculine. On pense à tous les métiers de l'ingénierie. Ces métiers-là qui sont en pénurie de main-d'œuvre qualifiée, annoncés depuis très longtemps, enfin depuis plus d'une dizaine d'années par la Confédération suisse. Donc là, il y a aussi un immense chantier à mettre en œuvre auquel on participe. Et puis moi, je voudrais aussi quand même rappeler dans ce contexte-là qu'il y a eu une très grande étude de l'Université de Genève en 2015, très intéressante, qui montre à quel point la migration, les personnes migrantes sont une source de richesse aussi pour la Suisse, qui se révèlent être des éléments vraiment bénéfiques pour la vitalité économique et démographique du pays. La partie démographique, on la connaît, mais la vitalité économique, elle est un tout petit peu moins valorisée. Mais c'est aussi en période de crise, finalement, que ces éléments-là peuvent être réactivés. Je vous cite quelques exemples de chiffres, notamment pour information. En 2015, les travailleurs, travailleuses étrangers, étrangères représentaient 30% de la population active en Suisse. Donc, c'est très important. En 2014, quasiment 1 heure de travail sur 3 était déjà effectuée par une personne de nationalité étrangère. Donc, vous voyez, c'est aussi pour dire que ça, on a tendance un peu à l'oublier. Et puis, on sent que petit à petit, la responsabilité sociale des entreprises, les préoccupants, parce qu'ils ont aussi des consignes, des directions, de mettre en place des stratégies dans ce sens-là, fait qu'on va réactiver en fait toute cette richesse économique. Donc, oui, certes, il y a moins de postes, il y a moins de jobs, peut-être, mais je vais aussi vous témoigner 2 choses importantes. J'ai 2 contacts en entreprise dont j'aimerais vous parler. Pas plus tard que ce matin, par exemple, j'étais en entretien avec une responsable de la diversité, inclusion, mixité, avec une grande entreprise parapublique genevoise, qui m'a dit, notre objectif aujourd'hui, c'est aussi de travailler avec vous parce qu'on veut augmenter de 35% la part de l'effectif féminin dans les professions techniques de notre entreprise d'ici à 2025. Donc, imaginez
la transition très importante à faire pour une entreprise qui jusque-là avait donc une majorité de postes de techniciens, d'ingénieurs hommes. Eh bien, elle doit faire ce pas-là. Et puis, elles ont besoin en fait des talents féminins qu'on accompagne. Elles ont besoin aussi que en fait on puisse aussi mettre sur le marché, ou en tout cas promouvoir sur le marché, des femmes préparées. Et puis des femmes convaincues qu'elles vont contribuer de manière très active et efficace au marché économique. Donc ça, c'est une chose très intéressante. Une autre chose, on travaille en collaboration avec le service, par exemple, de la Genève internationale, que moi j'ai eu en ligne il n'y a pas très longtemps, et qui me disait quelque chose de très intéressant. Il disait, les ONG, là, en 2021, effectivement, elles vont être plus en difficulté parce qu'en fait, les apports en fonds vont être compliqués. Mais elles vont continuer à embaucher, mais elles vont continuer à embaucher des profils différents. Elles vont continuer à embaucher des profils très polyvalents, par exemple sur de la gestion de projet, qui allie à la fois le terrain, mais aussi qui va allier la gestion. Ce qui fait qu'il y a des tendances nouvelles sur des profils vraiment intéressants, importants, et qui vont faire que petit à petit, eh bien, on voit le marché du travail évoluer. Alors, comme ça, si on s'arrête aux chiffres, eh bien, on pourrait dire de manière négative, il y a moins de jobs, mais en termes de contenu et de qualité de postes et de pratiques de recrutement, on est vraiment sur un marché qui est en pleine mouvance. Et ça, c'est quelque chose que je voulais partager avec vous parce que c'est la réalité du terrain. Un autre témoignage, j'ai échangé la semaine dernière avec un chargé de recrutement qui recrute des cadres de très haut niveau, du top management. Donc, il me disait, moi, la première question que je lui ai posée, c'est OK, mais alors vous êtes en difficulté, votre activité, elle est comment? Et il m'a dit, nous, pour l'instant, on n'a rien changé. On a toujours de la demande, mais sur des profils aussi beaucoup plus polyvalents. C'est-à-dire que sur un top manager, on va aller chercher effectivement des compétences en gestion, des compétences en RH, peut-être des compétences techniques. Donc, c'est nouveau, en fait, c'est ces nouvelles tendances. On va aussi chercher des profils de diversité culturelle pour les apports, le recul, l'expérience à l'international que ça apporte. Donc, en fait, c'est vraiment on sent le marché du travail qui bouge et qui est en pleine mouvance. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut avoir en tête pour les prochaines années, et probablement que ce n'est que le début, puisque la crise sanitaire, elle a accéléré, elle était un peu un accélérateur de tout ça, et qu'on s'achemine doucement vers quelque chose d'un petit peu, non pas révolutionnaire, mais en tout cas qui prend le chemin du changement et qui est très bénéfique pour les profils atypiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important, puisque un grand directeur d'une banque nous disait l'année dernière, on va plus chercher la personne qui tombe pile poil sur le poste, qui a les compétences, tout ce qu'il faut, mais on va commencer à chercher quelqu'un d'approchant avec peut-être un parcours un petit peu moins linéaire. Donc ça, c'était important. Donc la place au profil atypique, elle est très importante. Elle commence à prendre de l'importance, vraiment. Donc, pour tout ça, en tout cas, nos réflexions au niveau de découvrir vont dans le sens de se dire qu'on va faire valoir la valeur ajoutée du parcours migratoire des femmes, et on va le transformer en atout. C'est-à-dire en compétences soft. Sarah vous en a parlé, je vais peut-être encore en reparler un peu, vous l'entendrez beaucoup ça ce soir. Les compétences soft, donc tout ce qui touche finalement à la personnalité, aux apports personnels que l'on peut, en complément des compétences techniques et du savoir-faire. Donc ça, c'est très important. On peut même parler de valorisation de la période éducative, de la valorisation aussi des périodes d'interruption professionnelle au profit de la famille ou du suivi du conjoint ou de la conjointe. Tout ça, on peut aujourd'hui, en tout cas, le valoriser. On y arrive. On a mené quelques expériences aussi sur des CV de très grands profils chez nous, et c'est possible. Valoriser le potentiel professionnel et les compétences liées au parcours à l'international. Sarah en a parlé, le potentiel d'innovation grâce à l'expérience dans les contextes internationaux, le regard extérieur, la grande capacité d'adaptation, la maîtrise de plusieurs langues, de plusieurs codes culturels, etc.
Et puis du coup, tout ça fait que nous, avec les entreprises, par exemple, aujourd'hui, on essaye de déconstruire les préjugés liés à la migration. Ça, c'est un axe fort et phare, j'ai envie de dire, parce que ça permet de modifier la vision des entreprises. Alors, on peut utiliser des petites astuces. Nous, par exemple, on a changé la terminologie. Alors, on va, par exemple, promouvoir les talents féminins venus d'ailleurs. Voyez ? Et ça, c'est vrai que ça peut changer le regard, la vision d'une entreprise, d'un RH, etc., d'une chaîne, dans la manière de recruter, par exemple, ou dans la manière d'envisager des recrutements. On présenter aussi aux entreprises les bénéfices à engager donc des femmes d'origine internationale. Ça, c'est très important. Ça contribue à développer leur responsabilité sociale. Et puis, on facilite les échanges de bonnes pratiques en matière de recrutement. Donc, on va travailler de nouveau sur les enjeux mixité, égalité, égalité homme-femme, femme-homme dans les métiers notamment à responsabilité. On travaille beaucoup sur la relation de confiance. L'idée est justement d'accepter des profils, d'accueillir des profils qui approchent le poste recherché. Donc, tout ça, c'est vraiment un constat du marché et puis un message qu'on souhaitait transmettre. Alors, comment s'y prendre pour aborder le marché du travail dans ce contexte-là? Parce que quand on part de ces constats, donc il y a plusieurs pistes. Donc, Sarah les a quasiment toutes évoquées. Je ne vais pas forcément revenir là-dessus, mais je voudrais quand même compléter puis qu'on s'arrête ensemble sur le développer et mettre en valeur son savoir-être. Développer les compétences soft parce qu'on a assisté il n'y a pas très longtemps à une conférence très intéressante et notamment dans laquelle siégeait le cabinet genevois Scan Assessment qui nous a bien fait comprendre qu'à l'horizon 2030, 3 personnes sur 10 auront besoin de compétences hard, donc de savoir-faire technique. Donc, je vous laisse déduire l'autre pourcentage pour les compétences soft. Et que 85% des métiers de demain n'existent pas encore. Donc ça, ce sont des données très fortes et puissantes. D'après ce cabinet, les 5 compétences soft à développer sont le sens critique, constructif, la prise de recul, la flexibilité et l'adaptabilité, ça on en a déjà parlé, la connaissance de soi et la capacité et la volonté d'apprendre toujours et encore. Et la connaissance de soi et cette capacité d'apprendre font partie des compétences sociales. Et ça, on sait aujourd'hui que ça fait partie des compétences les plus recherchées, notamment lors des recrutements, en tout cas en entreprise. Donc, ce qui ressort en fait régulièrement des études en Suisse sur l'emploi, sont vraiment que les profils atypiques seront les profils de demain. Il y a beaucoup si vous regardez un petit peu dans la littérature, que ce soit des articles, des rapports de recherche, etc., on a compris que c'était la tendance. Donc, l'adaptation, la capacité d'innovation sur un marché en pleine mutation, une grande proactivité. Donc, la proactivité qui consiste à être capable d'anticiper pour agir pour sa propre vie, pour réussir sa carrière, etc. On pourrait dire aussi le sens de l'initiative. Tout ça, ce sont ces capacités soft qui vont être de plus en plus recherchées, analysées, décortiquées par les recruteurs sur le marché du travail. Ce sont donc autant de compétences à développer dans le futur pour toutes les femmes qui recherchent un travail. Donc, en fait, en conclusion, les transformations de demain, on pourrait dire, elles s'accompagneront d'une optimisation des compétences soft ou ce qu'on appelle des compétences socio-émotionnelles. Ce sont aussi les compétences socio-émotionnelles. Avec une augmentation de l'adaptabilité et de la créativité. Le mot créativité revient beaucoup aussi dans les compétences à mettre en œuvre pour actuellement trouver un travail. Donc, du coup, les compétences soft, elles sont très importantes dans les CV. Même si on se dit que… Alors, je mets une petite nuance, ça va dépendre des métiers et des besoins. Mais elles ont vraiment leur importance et elles incitent, par exemple, quand on répond à une offre, à une grande analyse de l'offre d'emploi. Nous, par exemple, à Découvrir, on travaille beaucoup sur cette analyse de l'offre d'emploi. Analyser une offre d'emploi, c'est très basique, mais c'est passer aux marqueurs, les éléments forts qui correspondent, qui résonnent en nous, etc. Donc,
l'analyse de l'offre d'emploi, c'est aussi un des éléments pour compléter ce que disait Sarah tout à l'heure, très important, puisque ce qui permet de faire ressortir ensuite les compétences soft, en plus du savoir-faire, bien sûr. Alors, développer, mettre en valeur son savoir-être, ça c'est vraiment quelque chose donc, qui est un point important pour aborder le marché du travail. Deuxième point, préparer absolument les entretiens d'embauche. Pourquoi? Parce que d'après une enquête suisse, 90% des échecs en entretien d'embauche portent sur le savoir-être. Donc ça, c'est vrai que là, du coup, et notamment, on revient aux compétences soft qui sont de plus en plus dans la conscience des ressources humaines, hein, dans tout le staff RH quand ils passent des entretiens de recrutement ou quand eux ont conscience d'analyser les compétences soft, mais ce n'est pas forcément dans la ligne ou dans la tête plutôt des lignes ou des directions. C'est beaucoup plus dans la tête des RH. Donc, les directions, tout le staff management est encore un peu en décalage avec ça, avec l'intégration des compétences soft. Mais du coup, la solution, c'est de mieux préparer les personnes pour les entretiens sur la base, par exemple, de mise en situation. Donc ça, c'est typiquement, nous, les associations qui accompagnons des femmes, on a un rôle à jouer dans cette piste-là, vraiment fortement, d'accompagner, en tout cas de préparer mieux les femmes qualifiées ou moins qualifiées, en tout cas, à affronter le marché du travail par rapport aux entretiens d'embauche. Sarah en a parlé longuement. Une des troisièmes pistes pour aborder le marché du travail, c'est identifier, créer et développer son réseau. L'importance du réseautage, il est évidemment reconnu de tout le monde maintenant. Sarah disait 90% du marché, représente 90% du marché, en tout cas pour trouver un travail. Et dans ce cas-là, il s'agit de pouvoir du coup débusquer, on pourrait presque dire, les opportunités cachées. Le réseau, je vais pas revenir dessus, au point que nous, par exemple, à Découvrir, on organise des soirées ou des cafés réseautage avec des personnes clés du marché et qui permet en fait de tisser la toile d'araignée des candidates, on pourrait dire. Donc, ça permet, comme a dit Sarah, de récupérer des informations sur un poste, en avant-première, par exemple, aussi, ce qui permet de se positionner plus rapidement avant que le poste, par exemple, soit mis au concours. C'est développer le réseautage, et Sarah le disait bien, mais c'est aussi communiquer ses projets autour de soi, avec des personnes qui partagent nos rêves, nos projets, nos envies, nos souhaits, nos valeurs. Donc ça, c'est très important. Le réseautage, il amène aussi ça. Ça, c'était juste peut-être le petit point que je pouvais rajouter. Et puis, peut-être aussi à rajouter, ça permet de briser la solitude de la recherche d'emploi. Parce que la recherche d'emploi, on le sait, ça reste vraiment, ça peut être un chemin très solitaire, même si toutes les structures qui accompagnent sont là, c'est quand même un chemin en solitaire et le réseautage casse, en guillemets, cet isolement. Et puis maintenir le réseau vivant, parce que c'est un réseau en permanence, entrant, sortant. Donc ça, voilà. Donc je ne vais pas m'attarder là-dessus. Et en plus, paraît-il, le CV n'aura plus lieu d'être dans quelques années, donc le réseau sera fondamental. On a assisté à une conférence de la Fondation Calife qui est passée. Les intervenants et intervenantes ont en tout cas été très convaincus que le CV ne sera plus l'outil de demain. Donc, il va falloir réinventer, continuer ou persévérer, approfondir d'autres techniques et le réseautage en fera partie, très certainement. Sarah vous a encore parlé dans les pistes, développer des actions de bénévolat. Ça, c'est sûr que ça peut être vraiment un tremplin extraordinaire pour se faire connaître puis pour développer le réseau dans une moindre mesure, puisqu'on connaît aussi la propension des femmes à être investies dans le bénévolat. Et donc, voilà, on pourrait presque dire, pour reprendre une expression, c'est à l'utiliser avec modération. Mais c'est un outil intéressant. Et puis, préparer un bon profil LinkedIn, ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Ce que je voulais aussi dire, c'est que pour toujours dans un message positif par rapport au marché du travail d'aujourd'hui, on a par exemple à Découvrir plusieurs femmes qualifiées qui ont trouvé des jobs pendant le confinement.
Ça a le mérite d'être souligné parce que on a notamment une ingénieure, je ne sais pas si elle est parmi nous ce soir, bien possible, je crois que j'ai vu passer son prénom, une ingénieure d'origine espagnole en aéronautique qui a trouvé un job dans une PME genevoise, genevoise quand même pour dire, donc ça veut dire que cette PME, elle a vraiment activé ce que je vous disais tout à l'heure, elle était très demandeuse d'activer ou de mettre en place sa responsabilité sociale et elle a ouvert ses portes, elle a fait confiance à l'une de nos participantes. C'est une magnifique collaboration qui s'est ouverte en juin ou mai-juin, le recrutement a eu lieu pendant le confinement en Zoom. Donc, ça, c'est un beau succès. On a également une jeune femme médecin d'origine d'Amérique latine qui a été recrutée comme assistante médecin dans un cabinet à qui le médecin a fait confiance et elle a commencé il y a 15 jours. Elle est sur son petit nuage, je pourrais dire. Ça, c'est un témoignage magnifique. C'est aussi quelqu'un qui lui fait confiance et qui a vu en elle des compétences, évidemment, du savoir-faire, parce qu'elle a un savoir-faire extraordinaire, mais en plus des compétences d'écoute active vis-à-vis des patients, de douceur, voilà. Donc, en fait, un ensemble d'une personnalité qui a fait qu'elle a été recrutée. On a également une autre jeune femme en recherche clinique qui va commencer un stage dans une fondation renommée internationale à Genève et qui, elle, va commencer un stage en janvier. Alors oui, bien sûr que Découvrir a fait en fait le lien donc entre la structure et puis cette participante, mais c'est pour dire que des périodes où on entend sans cesse qu'on est en période dite de crise, et c'est vrai, on est en période de crise économique, des beaux succès se réalisent. Et ça nous donne aussi des ailes à nous, les professionnels de l'accompagnement, mais aussi pour les femmes qui sont en recherche d'emploi, les femmes qui viennent de loin avec un beau bagage pour dire que c'est possible. En fait, on ouvre le champ des possibles et on y croit. Donc, un petit peu en résumé, moi, je pourrais peut-être dire que comment trouver son chemin professionnel à Genève, c'est en résumé éclaircir le projet, développer la connaissance du milieu, développer la connaissance du réseau également, faire valoir ses compétences, à la fois savoir-faire et savoir-être. Et puis le mot-clé, visiblement, qui ressort beaucoup, c'est quand même l'adaptabilité, l'adaptation. Et puis, et puis mobiliser, développer tout ça. Et c'était un petit peu là-dessus que je souhaitais m'arrêter. Maintenant, on est vraiment ouverte à toutes les questions avec Sarah, avec Mélanie, avec Chokoufé. On écoute volontiers vos questions et je vous remercie pour votre attention. Tout d'abord, merci. J'ai trouvé vraiment les présentations vraiment très, très utiles, très intéressantes. Moi, je travaille à la Cité des métiers à l'OFPC et notamment au guichet qui s'occupe des qualifications pour adultes, c'est-à-dire l'obtention des CFC et des AFP pour des personnes qui ont de l'expérience professionnelle mais qui n'ont pas encore de diplôme de formation initiale. Donc, c'est pas tout à fait le domaine des femmes qualifiées. Certaines sont très qualifiées, mais leurs qualifications ne sont pas reconnues en Suisse et doivent passer justement par des premiers niveaux de qualification. Et puis, on reçoit toutes sortes de questions, donc aussi de qui sont aussi très qualifiés. Et j'avais déjà entendu un petit peu parler de Découvrir, justement par du réseau en fait. J'avais fait une fois une formation de formatrice d'adultes et j'ai rencontré une femme qui s'est lancée dans cette formation grâce au soutien qu'elle a eu de Découvrir. Donc c'est vrai que des fois aussi quand on suit soi-même formation, ça peut être en langue ou comme ça, après d'autres personnes qui vont nous donner finalement des infos sur des structures qui existent ou comme ça. Je trouve que la formation finalement est aussi des fois un bon moyen de réseautage qui est aussi plus informel, parce que moi je me suis souvent trouvée plus jeune dans des cafés de networking et puis c'est difficile d'aller avec sa carte ou ne pas avoir de carte, etc. Je pense que ça a changé depuis ça, il y a plus de structures là autour, mais c'est vrai que c'est jamais facile d'aller dire voilà je te donne des infos, j'aimerais des infos, mais des fois quand on fait des formations ou qu'on assiste justement à des conférences, on peut obtenir un grand nombre d'informations. Et puis j'avais juste une ou deux questions pratiques. Par rapport au module LinkedIn, est-ce qu'il y a donc la possibilité de suivre des modules, par exemple quelqu'un qui aimerait faire un profil LinkedIn, qui aimerait être accompagné là-dedans, ça c'est possible de le faire auprès de Découvrir? Oui, tout à fait. On propose des consultations individuelles pour créer un profil si on n'en a pas encore, ou pour l'optimiser, ou pour obtenir des conseils pour mieux l'utiliser.
Oui, il faut nous contacter, on peut fixer une consultation. D'accord. On envisage aussi d'organiser des ateliers collectifs, c'est selon la demande finalement. Oui, d'accord. Et c'est payant? Oui, si on... c'est payant. On demande une participation Merci, financière, en tout cas, oui. Ça ne couvre pas le coût réel de la consultation, mais oui, c'est payant. Oui, d'accord. Par rapport au diplôme, à la reconnaissance de diplôme, parce que des fois, effectivement, on a des questions de personnes qui souhaitent savoir comment faire reconnaître leur diplôme. On peut les orienter vers le CEFRI, vers Swiss Universities. Mais est-ce que, donc vous pourrez, enfin, comment dire, quelqu'un qui aimerait savoir s'il se lance dans la reconnaissance d'un diplôme d'enseignante du Paraguay et qui aimerait savoir avant de faire toute la démarche, savoir si elle a un petit peu de la chance de pouvoir le faire, est-ce qu'elle pourrait s'adresser à vous pour, voilà, est-ce que vous avez un peu des feedbacks justement de ces de demandes de reconnaissance qui ont été faites et qui aboutissent, qui n'aboutissent pas? Oui, oui. Et puis justement, la Cité des métiers depuis quelques années donne aussi des informations sur la question de la reconnaissance des diplômes. L'idée est que la Cité des métiers va plus se charger des formations professionnelles ou techniques et que s'il s'agit d'un diplôme universitaire, en général, on les relève vers découvrir. À découvrir, on va informer les personnes, mais on va aussi pouvoir les accompagner tout au long de la démarche jusqu'à ce que la personne obtienne la décision finale. Et dans le cas où la décision serait négative, ça arrive quand même malheureusement, on va aussi accompagner la personne dans une réflexion et dans la définition d'un projet professionnel alterne, disons, enfin, qui permette à la personne de se rapprocher de son domaine, de son activité professionnelle et de contourner cet obstacle. Oui. Alors, à la Cité, effectivement, il y a de l'information sur la reconnaissance des diplômes, sur comment on le fait, mais on n'a pas de retour vu qu'on n'accompagne pas de personnes dans cette démarche. On ne sait pas. Quelqu'un qui me demande ou qui demande à notre service de l'information et de l'information scolaire et professionnelle, on ne pourra pas leur dire. Alors, de temps en temps, il y a un petit peu des idées. On sait que les diplômes européens sont plus facilement reconnaissables que les diplômes hors Union européenne, mais on ne pourra pas donner ça. Donc, moi, je voulais savoir, est-ce qu'effectivement, on pourrait rediriger une personne pour savoir si ça a du sens de se lancer dans la démarche de reconnaissance, on pourrait la rediriger chez vous. Tout à fait, parce que oui, en règle générale, on a un feedback de nos usagères et ça nous permet justement d'affiner nos connaissances sur les démarches et de savoir s'il y a d'autres pistes, d'autres moyens d'affiner notre expertise sur ce terrain-là. C'est pas systématique, hein, elles ne disent pas systématiquement si oui ou non elles ont obtenu la reconnaissance, mais c'est quand même un réflexe qu'elles ont en règle générale. Est-ce que Sarah, je peux juste compléter? On a 2 conseillères vraiment spécialistes dans ce domaine-là et qui font un accompagnement très approfondi en fait avec les personnes. Ouais. Et ça fait partie en fait de la cotisation annuelle. Donc c'est pas un service payant en plus, c'est intégré dans la cotisation annuelle des personnes. Tout d'abord, merci pour la présentation. J'ai appris tellement de choses concernant le marché suisse. Donc, comme une question, est-ce que les publications LinkedIn doivent être en relation avec l'emploi visé? Par exemple, moi, je veux un emploi, un job alimentaire et je vise aussi un job, par exemple, ma spécialité, par exemple, en tant que généticienne. Donc, est-ce que les publications doivent être en relation avec l'emploi visé? Dans mon LinkedIn. Tout le monde a bien compris? Moi, je n'ai pas toujours très bien entendu. Donc, vous disiez que vous cherchez un emploi à la fois alimentaire parce que vous avez besoin maintenant d'un emploi alimentaire, mais aussi que vous cherchez dans votre domaine qui est musicienne, si j'ai bien compris? Non, généticienne. Généticienne. D'accord, c'est ça que je n'avais pas bien compris. Ok, je vous laisse répondre, France. Votre emploi alimentaire, c'est vraiment quelque chose de parallèle et ce n'est pas quelque chose que vous devez mettre en avant. Vous devez mettre en avant votre profession, votre profil professionnel véritable. C'est ça, c'est votre objectif véritable. Oui, mais qu'est-ce que je mets des publications genre concernant l'emploi visé, ça veut dire en tant que généticienne. C'est ça qu'il faut mettre en avant. Après, toutes vos démarches pour trouver un emploi alimentaire, c'est autre chose. Mais il ne faut pas mêler les deux. C'est important d'être vraiment très clair sur votre profil de généticienne et pas... Par contre, peut-être les personnes en mêlant les deux objectifs. Par contre, peut-être juste pour compléter, ce qu'on peut vous dire, c'est que nous, les conseillères, par exemple, qui sommes en charge de vous aider à rédiger des CV, des lettres de motivation, on va travailler sur les 2 plans.
C'est-à-dire qu'on tient compte de vos besoins immédiats et on a beaucoup de femmes qui ont besoin justement de travailler rapidement en job alimentaire. Et puis, on travaillera sur le projet à plus long, à moyen terme. Voyez, c'est-à-dire qu'on peut imaginer qu'on vous aide à rédiger 2 CV. Voilà, donc en fait, on va vous accompagner de manière totalement adaptée à votre projet. Merci. J'ai une deuxième question, s'il vous plaît. Concernant dans quel cas on a besoin de la reconnaissance de diplôme? Par exemple, moi, je me suis allée à la Cité des métiers. Ils m'ont dit que, ma conseillère là-bas m'a dit que tu n'as pas besoin de la reconnaissance de diplôme dans un job. Ça veut dire que tu as besoin de la reconnaissance seulement si vous avez besoin d'une formation à l'université. Et ma conseillère au chômage, elle m'a dit que j'ai besoin de la reconnaissance dans les 2 cas, c'est-à-dire si je veux une formation à l'université aussi pour trouver un emploi. Là, peut-être, comme on a notre collègue qui s'occupe de la reconnaissance du diplôme, elle n'a pas pu être là ce soir et c'est vraiment une spécialité. Moi, je pense que ça serait quand même bien qu'on se voit, que vous venez nous voir et comme ça, on prend un rendez-vous et vous êtes fixé sur précisément par rapport à votre projet. Donc, ça veut dire qu'on retravaille ça dans une perspective de projet et peut-être que c'est mieux de le voir en individuel, vraiment avec vous et qu'on vous accueille avec grand plaisir à découvrir pour travailler, pour voir cet aspect-là. Oui, bonsoir. Alors, moi, je cherche un emploi dans le domaine du secrétariat et je travaille déjà à 50%, mais j'aimerais bien changer de travail. Et j'ai l'impression parfois que dans beaucoup d'annonces, on demande déjà de l'expérience. Par exemple, dans l'immobilier, il faut déjà avoir une expérience dans une gérance ou bien, par exemple, en ce qui concerne les cabinets d'avocats, il faut déjà avoir une expérience dans le cabinet. Et donc, est-ce que ça, c'est un problème? Moi, j'ai une expérience un peu plus générale en tant que secrétaire administrative en Italie ou aussi executive secretary. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'il y a une limite en ce qui concerne l'âge? Parce que moi, j'ai déjà 44 ans et donc parfois je me demande si dans le marché suisse, peut-être on préfère des filles un peu plus jeunes que moi. Je ne vois pas qui. Alors, je sais pas. Et peut-être, France, tu devrais peut-être maintenant enlever ton écran, comme ça on voit plus tout le monde. Oui, parce voilà. qu'on est moins. J'avais mis pour que vous puissiez noter l'adresse email. Elle veut répondre, France ou... Alors, du coup, je suis désolée avec la technique. Du coup, pour résumer, c'était une question de l'âge. Hein. Vous disiez que vous aviez voilà, une quarantaine d'années et que vous vous posez la question de l'âge et savoir si c'est un frein. C'est ça? Et aussi, parfois, on demande de l'expérience déjà dans un certain domaine et aussi parfois de l'expérience en Suisse. Oui. Donc, moi, ouais. Volontiers, tu peux compléter. Mais pour la question de l'expérience, on l'a mentionné toutes les deux, il y a toujours cette possibilité d'un stage. Il faut qu'il soit quand même d'assez courte durée, hein, sinon ça perd son sens de stage. Mais ça, c'est tout à fait une manière de mettre en avant une première expérience dans le domaine. Et donc, rassurer l'employeur et acquérir les compétences et l'expérience nécessaires. Pour l'âge, c'est pas nécessairement un obstacle parce qu'avec l'âge va l'expérience, tout ce qu'amène l'expérience qui peut être très diverse, qui peut être pas nécessairement linéaire, mais qui nous apporte énormément de choses et de compétences. Et ça, c'est quelque chose qui est quand même bien apprécié en Suisse, le fait qu'on ait une expérience bien ancrée, qu'on soit déjà quelqu'un qui ait l'habitude de travailler, qui apporte une expertise. Donc, ça peut être plus délicat lorsqu'on est dans une reconversion professionnelle, mais même pas nécessairement, parce que c'est vraiment quelque chose de très fréquent à l'heure actuelle, les reconversions professionnelles. Je ne sais pas si tu veux un peu abonder là-dessus. Oui, moi j'irais dans le même sens. Parfois, dans certains, en fait, on pourrait presque nuancer en fonction des domaines et des métiers. Si on prend l'exemple peut-être de l'ingénierie ou de la santé, on n'est pas sur les mêmes enjeux, ou l'enseignement, ou on n'est pas sur les mêmes enjeux au niveau de l'âge, hein, j'entends.
Mais globalement, en tout cas, nous, en tant qu'association, on ne le considère pas comme un frein. On ne va pas vous décourager en vous disant ne candidatez pas parce que, voilà, ne postulez pas à ça parce que vous avez tel âge. Jamais. Ça ne fait pas partie, en fait, de nos pratiques. Parce qu'au contraire, on va vous inviter, comme disait Sarah, à valoriser votre compétence, votre capital, en fait, compétences. Donc, on va vous inviter à capitaliser sur vos compétences. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et c'est ce qu'on diffuse au maximum. C'est capitaliser sur votre expérience, vos compétences, où qu'elle fût, y compris de l'expérience à l'étranger. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la valeur ajoutée, vraiment. Forcément, si vous avez de l'expérience à l'étranger ou à l'international, forcément, vous n'avez pas 20 ans. Donc après, voilà, c'est une stratégie de capitaliser sur l'expérience. Et ce qui fait aussi que vous avez, d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve sur les CV. Vous savez, nous, parfois, on fait des CV, on conseille à des femmes de faire des CV par domaine de compétences, avec les compétences. Je ne sais pas si vous avez vu, par exemple, on peut démarrer avec un bandeau compétences. Et ça, on le fait pas mal pour des personnes qui ont une quarantaine, cinquantaine d'années. Donc, vraiment, voilà, Mélanie, je ne sais pas si tu veux compléter. Oui, je voulais compléter par rapport au domaine évoqué par Madame, parce que vous parliez du domaine administratif, si Voilà. je ne m'abuse. Et je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce qu'avait dit aussi Sarah au départ, à savoir que la maîtrise du français oral et écrit est vraiment très importante. Et c'est sûr que vous disiez qu'effectivement vous venez d'Italie, c'est ça? Oui. Alors, je ne connais pas votre niveau, donc si ça se trouve, vous êtes parfaitement bilingue et que vous maîtrisez très bien les différentes langues, dont le français, mais ça, pour le coup, c'est ce qui peut faire la différence dans un sens ou dans l'autre. C'est vrai que si vous êtes en concurrence avec des personnes francophones qui ont leur diplôme, qui ont fait leur formation ici, c'est sûr que ce sera plus compliqué pour vous. Ça ne veut pas dire impossible, mais ça veut dire plus compliqué, effectivement. Et je peux me permettre juste de compléter encore ce que disait Mélanie. Après, il s'agit aussi de mettre en place des stratégies quand on fait une recherche d'emploi. Et par exemple, pour le cas de l'administration et le fait de ne pas avoir une maîtrise parfaite du français, c'est vrai que ça peut être un obstacle important. Donc, bon, perfectionner son français, ça va de soi. Mais peut-être qu'une partie de la stratégie peut être aussi de cibler des entreprises où on va avoir à travailler avec l'italien ou une autre langue qu'on maîtrise bien. Enfin, voilà. On n'avait pas parlé de la mise en place d'une stratégie, mais c'est important aussi. Très bien, merci. Alors Corinne, à vous. Bonsoir à tous, plutôt à toutes. Merci pour toutes ces explications. Moi, j'ai une petite question. Qu'est-ce que vous entendez par profil atypique? Parce que moi, on me dit que je suis un profil atypique, mais en Suisse, on aime bien que les gens soient dans des bons CEO, qui restent bien tranquilles dans leur domaine. Moi, j'ai fait beaucoup de secteurs, mais dans le même métier, et systématiquement, on me dit ah, mais vous avez une grande expérience dans le domaine bancaire, donc vous allez coûter cher, etc., etc. Donc, je voulais savoir pour vous quel est le profil atypique. Et 2030, c'est encore un peu loin pour moi quand même. Donc, oui, c'est vraiment cette définition-là que vous avez bien évoquée. C'est à l'inverse de ces profils un peu linéaires qui ont fait à la fois peut-être un cursus universitaire en Suisse, une expérience en Suisse, dans des domaines très proches aussi en termes de compétences et de domaines d'activité. Donc, les profils atypiques vont être beaucoup plus variés à la fois dans les domaines, dans les secteurs, mais aussi dans les lieux d'exercice, peut-être dans les niveaux d'exercice au niveau hiérarchique, etc. Donc, c'est vraiment, quand on vous disait que, oui, les horizons 2030 sont loin, mais que les choses bougent, on sent déjà aujourd'hui que certains profils, entre guillemets, non linéaires, suisses sont déjà vraiment valorisés sur le marché. Donc, est-ce que je peux vous demander dans quel domaine vous êtes? Est-ce qu'on peut vous demander? je suis contrôleur de gestion. Ouais.
Et pourquoi qu'est-ce qu'on vous renvoie? Vous dites que c'est vous-même qui vous définissez comme profil atypique ou on vous renvoie Alors cette non, image? dans beaucoup d'agences, on m'a donné le profil en disant fabuleux, vous avez fait plusieurs domaines. Ouais. J'ai fait le domaine bancaire, assurance, pharmacie, automobile, médias. Donc évidemment, comme vous disiez, les softs, adaptabilité, flexibilité, je l'ai complètement là-dedans, je le check complètement. Mais j'ai quand même fait 11 ans dans le domaine bancaire, donc on me laisse dans cette branche-là. Et quand je leur dis, et puis on va tout de suite m'éliminer en me disant domaine bancaire, salaire énorme. Donc, on rentre même pas en discussion. Je peux même pas leur dire, voilà, ce que je suis intéressée ou on rentre même pas là-dedans. On m'élimine directement parce que j'ai X années dans le domaine bancaire. Non, ça, c'est aussi intéressant, c'est à raccrocher un peu avec la stratégie. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie de travailler, par exemple, dans ce domaine-là, vous avez envie de travailler dans un autre domaine et on vous le renvoie à chaque fois. Hein. Donc, c'est typique de ce que il y a un cabinet français qui a fait une étude sur les profils atypiques qui s'appelle Talent Soft. C'est une étude, là, moi, que j'ai sous les yeux, d'ailleurs, qui s'appelle « Demain, les profils atypiques seront la norme ». C'est une étude qui date d'une année sur la gestion des talents. Et justement, il donne un exemple de quelqu'un qui a, en fait, le profil atypique, c'est quelqu'un, peut-être un individu, il cite, je le cite, qui a le courage de sortir de son domaine d'expertise. Et en fait, cette notion de courage, je pense qu'elle est très importante là, parce que c'est un peu ce que vous expliquez, c'est-à-dire qu'on vous cantonne à une étiquette. Et en fait, l'idée, c'est d'avoir le courage de s'émanciper de cette étiquette et puis d'aller vers un projet de rêve idéal, enfin voilà, un objectif avec un idéal, etc. Donc, c'est pas facile parce que vous êtes un peu seul face à la montagne là. Mais on pourrait imaginer peut-être travailler aussi ensemble, si voilà, avec Découvrir ou avec d'autres associations, pour voir comment valoriser tout ça et puis comment vous faire connaître d'un nouveau réseau, parce qu'en fait, ça va être essentiellement découvrir un nouveau réseau pour faire valoir votre profil et puis en fait tendre vers votre projet de rêve à vous, quoi. Finalement, mais c'est un long chemin, c'est un chemin qui est compliqué, mais c'est un peu ça. Moi, j'aime bien cette définition de l'individu qui a le courage de braver, en fait, en gros, de sortir de son domaine d'expertise, guidé par son envie ou son inspiration. Donc peut-être que c'est un peu là-dedans qu'il faudrait travailler autour de ça et puis faire un CV. En fait, le CV peut être très stratégique là-dessus. D'accord. C'est-à-dire qu'il y a les moyens aussi de ne pas forcément mettre l'emphase sur le domaine bancaire, mais le mettre, peut-être faire un CV par domaine de compétences, puis pas forcément renforcer là où vous avez travaillé. Vous voyez, en fait, c'est vraiment une question de stratégie. Je rejoins Sarah là-dessus. Et là, si vous avez envie, en tout cas, vous pouvez venir nous voir et puis on peut faire un travail autour des outils. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Un peu, oui, merci. Je vais retourner vous voir alors. Ah, parce que vous êtes déjà venu nous voir. Oui, je suis déjà venue une fois. Ok, alors revenez nous voir avec plaisir. Avec Très plaisir. bien. Alors, comme il y a beaucoup de demandes, je propose de donner la parole à Sylvia. Alors, bonsoir à toutes. Merci pour cette opportunité. Je vous ai découvert à pas longtemps. Et puis, remercier tous ces échanges richissimes. J'aimerais me poser des questions, mais avant cela, comme j'ai écouté Linda particulièrement, qui m'a touchée parce que j'aimerais lui dire, j'ai actuellement 52 ans et à 49 ans, j'ai eu un grand changement de ma vie en tant qu'émigrée étrangère et j'ai dû tout recommencer. Donc, j'ai recommencé en 2004 en venant pour un lien familial et en 49 toute seule à zéro. Donc, j'aimerais dire qu'il faut avoir beaucoup de ressources, de courage, de croire en soi-même et n'oublier jamais le but. Ça prend un peu de temps, mais on y arrive. Et pour Corinne, pour le profil atypique, j'ai beaucoup écouté, surtout pendant la période de chômage, mais heureusement, je suis tombée sur un coach incroyable qui a compris cette polyvalence, cette richesse que je ne voyais pas parce que j'étais aussi confrontée à des entreprises
déjà qui n'acceptaient pas beaucoup le profil immigré ou que trouvaient aussi mon CV trop varié parce que je travaillais dans l'édition des livres, j'ai travaillé dans une entreprise de cas de crédit et tourisme. Après, je suis passée pour une publicité. Je suis partie en industrie pharmaceutique et que c'était ma dernière formation en marketing, tout ça au Brésil. Et je suis arrivée avec une opportunité dans l'immobilier. Alors, je vous dis, c'était un peu touche à tout. Et ça m'a donné beaucoup d'informations, beaucoup de bagages. Le plus difficile, c'était le réseautage qui c'est encore. C'est pour ça que ça me touche parce que c'est la première fois que je suis parmi plusieurs personnes que je ne connais pas. Mais malgré tout ça, j'avais un blocage lié à ma difficulté de croire à nouveau à moi et de recommencer. Aujourd'hui, donc, ça fait 2 ans que j'ai complété une expérience professionnelle. Je suis à Vevey, donc je suis peut-être pas trop proche de tout le monde. Je trouvais un emploi proche d'où je vis, mais actuellement, je suis à la recherche, on va dire comme on dit actuellement dans le réseau, je suis à la recherche de matcher une entreprise qui correspond à mes compétences. Donc, je vous remercie des mots-clés qui vous ont offert, vous avez offert davantage pour valoriser. Mon intérêt, c'était aussi de mettre en valeur mon profil sur LinkedIn et de trouver une entreprise qui correspond à tout ça. Je suis contente, je connais une équipe à taille humaine de 10 personnes, elles sont adorables, mais il me reste encore quelques années d'activité professionnelle. Et mon but, c'était aussi de faire une partie du bénévolat ou une activité sociale, pas 100% administrative. Aujourd'hui, je travaille avec le droit de bail. Donc voilà, comment tout, mais avec beaucoup d'études, avec beaucoup de recherches. Donc voilà, pour l'association, j'aimerais savoir si à Lausanne, ma question ce serait pour Translan, si à Lausanne on a cette assistance pour peaufiner, on va dire comme ça, mettre en valeur et que peut-être une partie dans l'entreprise actuelle est partie pour un parallèle, mais voilà, mon but ce serait de discuter de vive voix ou par Zoom, pourquoi pas, avec l'association et surtout de devenir membre aussi. Alors oui, Sylvia, vous avez la possibilité de contacter notre collègue Antonella Thomas, qui est responsable de l'antenne, donc qui correspond à votre zone géographique. Peut-être on pourra donner, en tout cas, on peut envoyer le mail sur je vous cherche, puis je vous envoie le mail. Là, avec Sylvia, je vous vois, je vous envoie l'adresse dès que là, tout de suite, là. De notre collègue. Vous l'avez sur le site internet surtout. En fait, c'est peut-être plus simple. Vous allez sur notre site et puis vous tapez. Il y a la partie Vaud, Neuchâtel, puis on vous laisse. Ah ben voilà, Sarah, super. Merci Sarah. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'organisation et pour les présentations. J'ai une question par rapport à ce que vous avez dit sur le processus de déqualification. En fait, quand on est une femme qualifiée migrante, moi je travaille dans le monde des organisations internationales et puis on obtient des stages où on cherche en fait un travail temporaire. Je ne parle pas de bénévolat, hein. Et puis en fait ces contrats temporaires accumulés éloignent de plus en plus de son projet. Donc ma question c'est que est-ce que vous avez des conseils pour bien mener ce processus de découverte du marché de travail en Suisse? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter les pièges? Et puis si on est déjà dedans, comment s'en sortir? Voilà, merci beaucoup.
Un vaste sujet. Qui Ouais. va répondre? Vaste sujet, surtout que c'est, Sarah, peut-être on peut échanger ensemble, mais surtout que c'est quand même un domaine très particulier, les organisations internationales et les ONG. Enfin, vous parlez des organisations internationales, c'est ça, hein? Oui, et les ONG aussi, ouais. C'est toujours difficile de trouver l'équilibre, en fait, entre accepter des missions, parce qu'aussi ça permet de rester active et ça permet quand même de déployer une partie de son expérience, une partie de ses savoir-être, etc. Donc, c'est toujours difficile de trouver l'équilibre entre accepter des missions et puis renoncer à son projet idéal aussi. Hein. C'est un peu cette combinaison difficile ou cette adéquation difficile à mener. Ce qu'on sait aussi au niveau pas forcément des statistiques parce qu'on n'en a pas beaucoup, mais que pourquoi nous on lutte contre la déqualification des femmes universitaires ou en tout cas des femmes qualifiées qui viennent nous voir, c'est parce que pendant qu'elles prennent des jobs alimentaires non qualifiés, elles-mêmes en fait prennent la place des femmes qui pourraient travailler sur ces postes-là. Donc en fait c'est toute une chaîne qui s'établit là. On pense notamment, alors beaucoup plus sur des profils beaucoup moins qualifiés que ce que vous évoquez vous, mais on a des personnes qui, pour un temps donné, vont faire des postes de ménage, de garde d'enfants, etc. Et puis, il est là le processus, en fait, qui pose problème. Et c'est pour ça que nous, on encourage et vraiment on soutient de manière très, très vive et active au non-gaspillage des compétences. C'est aussi dans ce sens-là. Mais ce n'est pas que pour ça, c'est aussi pour ne pas renoncer à vos propres capitalisations de compétences, d'expériences, etc. Parce que c'est vrai que pendant ce temps-là, vous dites vous-même, vous perdez du temps. C'est compliqué de vous donner des conseils dans ce domaine-là parce que parfois, vous n'avez pas le choix. Parfois, vous avez besoin de ce travail. Donc, nous, on ne peut pas donner de conseils de dire vous ne devez pas prendre ce poste ou vous devez prendre ce poste-là. On n'agira pas forcément comme ça. On agira plus sur la situation à moyen terme. C'est-à-dire que ce poste-là, vous en avez besoin parce que vous avez besoin de revenus économiques. C'est la pyramide. Vous avez besoin de cette base-là pour vivre. Donc, acceptez cette mission et à côté de ça, continuez à vous faire accompagner peut-être pour le projet qualifiant. Moi, je dirais un peu ça. Je ne sais pas, Sarah, si tu veux compléter. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, mais il s'agit d'un enchaînement de stages. Oui, en plus. Pas que des stages, parce qu'il faut aussi faire attention à ça, parce que les stages peuvent être valorisants lorsqu'il s'agit d'un stage, 2 stages, et que ça fait vraiment sens dans le projet professionnel. Mais si on commence à en faire 4, 5, 6, 7, c'est plus extrêmement valorisant. Alors après, dans le milieu des organisations internationales, ONG, ça peut permettre de garder le pied dans ce milieu-là. Ouais. Mais si finalement garder le pied à l'intérieur, ça nous éloigne de nos ambitions professionnelles, de notre rêve professionnel. Est-ce que ça vaut vraiment la peine? Donc après, à réfléchir, est-ce que peut-être il serait envisageable de renoncer à un stage supplémentaire pour vraiment se centrer sur son projet et prendre ce risque, peut-être. Et en tout cas, de toute manière, être vraiment au clair sur ce qu'on recherche, sur son projet et ne pas cesser d'aller dans cette direction-là, d'ouvrir des voies, comme on disait tout à l'heure, de faire toutes les actions nécessaires pour rester sur ce chemin-là, donc en contactant des personnes qui peuvent nous permettre d'entrer dans un milieu, d'augmenter nos connaissances sur ce milieu professionnel, d'obtenir des pistes sur la viabilité de notre projet. Voilà, mais vraiment faire tout ce qui est possible pour revenir sur ce chemin-là. Mélanie, tu voulais ajouter quelque chose, puis après on donne la parole à Asia. Oui, est-ce que dans ce cadre-là, justement, France et Sarah, le programme de mentorat qui est proposé par Découvrir pourrait être indiqué? Parce que si vous qui posez la question, vous avez déjà un projet professionnel précis avec des qualifications, etc., c'est peut-être intéressant de la mettre en relation avec quelqu'un qui a une expérience similaire, etc. Oui, merci Mélanie de te faire écho de nos prestations. Nous, on n'a pas forcément
oui, bien sûr. Et ça fait partie des stratégies de maintenir le lien avec la qualification, en fait. Ouais, dans ce sens-là, oui. Oui, trouver une ou un mentor qui vous permette de refaire des connexions avec votre qualification. Ça, c'est une des pistes. Oui. Merci. Bien, merci. J'accélère un petit peu pour que encore les deux personnes qui ont demandé la parole puissent la voir. Alors, Asia Garipoli. Oui, bonsoir à toutes. Tout d'abord, je vous remercie pour ce webinaire, pour les informations, mais surtout parce que nous a donné un peu d'espoir et je pense que ça, c'est très important aujourd'hui. Je connais la découvrir parce que je suis en train de faire un cours de français pour améliorer mon niveau de français. C'est la première étape de mon parcours ici. Et j'ai entendu parler du programme de mentorat et je voudrais vous demander si vous pouvez expliquer bien ce programme. Merci. Qui veut prendre la parole? France, tu feras ça mieux que moi, je pense. Oui, alors le programme de mentorat, on l'a rénové récemment. Il permet, comme on le disait un peu en quelques mots, à une personne qui recherche un emploi d'être en contact avec un ou une mentor pour quelques mois au rythme souhaité pour permettre de développer le réseau, prendre confiance aussi sur certaines compétences, obtenir des informations sur le marché, dans son segment, dans sa partie, et puis parfois décrocher un stage et un poste. Voilà, c'est un programme en tout cas, qui voit chez nous quasiment plus de 60% ou 50% de réussite en termes d'employabilité. C'est un excellent tremplin pour l'emploi. Voilà. Donc, en fait, c'est un binôme, c'est un partenariat à deux sur le chemin de l'emploi et c'est très intéressant. Il est plutôt réservé à des personnes qui sont assez proches de l'emploi, qui n'ont pas besoin de réfléchir en fond, de manière approfondie à leur projet. Voilà. Le programme est basé sur une durée d'1 année. Après, bien souvent, les personnes retrouvent un emploi avant la fin de l'année. Mais voilà, c'est maximum sur 1 année et un minimum de 4 échanges au fil de l'année avec un suivi de la part du mentor. Après, découvrir reste toujours en arrière-plan, donc si besoin pour obtenir des ressources ou partager sur l'évolution du mentorat. Et puis, on forme des binômes en fonction des parcours professionnels et du projet professionnel de la mentorée, bien sûr. Donc, on va rechercher soit dans notre réseau, dans le réseau de découvrir, parmi nos anciennes participantes qui ont trouvé un emploi, soit aussi au sein des entreprises partenaires. On a des employés, des cadres qui demandent à devenir mentors aussi. Merci. Alors, la parole à Constanza. Donc, Constanza, pardon, ce sera la dernière personne, puis après, on va clore ensemble, si vous voulez bien. À vous. Bonsoir, merci pour la présentation, c'était très intéressant. J'ai une question, c'est comment vous si on peut mettre dans le CV qu'on est conscient qu'on est surqualifié? Et je le dis parce que je viens de finir un stage d'1 année à la ville de Bordeaux, dans l'intégration. Mes domaines, c'est la coopération internationale. Mais je sais qu'à niveau de langue, je ne suis pas préparée pour une position comme la position que j'ai eue en Colombie. Et alors, j'essaie de me présenter à des postes comme assistant de projet, choses comme ça, que ce n'est pas au niveau de mon expérience. Mais je ne sais pas si c'est important de mentionner ça, qu'on est conscient qu'on fait une application, qu'on est sous-qualifié, mais c'est la question de langue que ça ne va pas. Ou comment on fait dans ces situations? Moi, je dirais que c'est quelque chose que vous pouvez plus mettre dans une lettre. Parce que la lettre, elle est beaucoup plus ouverte pour entre guillemets, des confidences plus personnelles. On peut faire, par exemple, on peut parler de son parcours dans la lettre. Le CV, c'est quelque chose de beaucoup plus factuel, très, très
factuel, mais la lettre, vous pouvez mettre, oui, Okay. dans la Oui, lettre. non, c'est mon erreur, c'est pas le CV, j'ai dit la lettre de motivation. Ah, pardon, j'avais compris le CV. Peut-être que je l'ai dit, c'est moi qui me suis trompée. Non, je parle vraiment de la lettre de motivation, si Oui, c'est bien de mentionner ça. oui, la lettre de motivation, alors c'est très intéressant parce que vous savez, on se pose la question, est-ce que les lettres sont lues ou pas? En fait, les lettres, elles sont globalement, elles sont lues. Donc, c'est un exercice qui est très compliqué. Nous, on travaille beaucoup avec les candidates sur les lettres de motivation. On sait que c'est un exercice qui est compliqué. C'est déjà compliqué pour les francophones. Donc, on sait que c'est un exercice qui n'est pas facile. On vous aide, on espère au mieux les associations féminines aussi pour les lettres. Dans les lettres, vous pouvez exprimer vraiment tout ce qui touche au savoir-être. C'est le lieu pour. Donc, vous pouvez dire que vous avez conscience que que vous avez, je ne sais pas, une formation, une qualification, mais que vous souhaitez démarrer votre première expérience, en Suisse, etc. Moi, on le fait régulièrement mettre par les candidates dans les lettres. Oui, c'est une occasion d'exprimer vraiment ce que vous ressentez et comment vous vendre sur ce plan-là. Mais dans ce cas-là, ce ne sera pas mon première expérience parce que je viens de faire déjà une année de stage dans la ville de Bordeaux. Alors, de toute façon, ça c'était pour le français. Alors, je peux mentionner bien sûr que mon français, ce n'est pas parfait. C'est pour ça que je ne me postule pas en position plus haute. Voilà. Alors, au lieu de tourner au négatif, il vaut mieux le tourner en positif. Il faut trouver une formulation positive. Il ne faut pas forcément dire que vous ne savez pas, que vous ne maîtrisez pas bien le français. Il y a d'autres manières de faire. Peut-être, ça, je ne sais pas, comme ça, c'est compliqué. Peut-être on ne peut pas répondre comme ça en collectif, mais on pourrait faire peut-être un petit mail ou vous pouvez nous envoyer un mail. Moi, je réponds volontiers ou je regarde volontiers un exemple de lettre avec vous. Un grand merci à vous toutes, participantes et aussi aux intervenantes. J'ai trouvé aussi très, très riche. Peut-être juste pour récapituler un petit peu les 3 organisations qui organisent ce webinaire ce soir. Donc, découvrir, maintenant que vous avez bien pu découvrir ce qu'elle propose, une palette vraiment énorme de soutien, d'accompagnement, d'outils pour pouvoir faire votre chemin en tant que femme migrante qualifiée ici à Genève, être accompagnée. F Information, Mélanie et moi, nous faisons des consultations individuelles d'orientation professionnelle et aussi un bilan de compétences. Actuellement, on a un atelier pour la reprise d'emploi pour des femmes au foyer qui va peut-être être reporté aussi, sera refait l'année prochaine. Et puis aussi O8, alors O8 pour le réseautage. Vraiment, n'hésitez pas à aller voir le site de O8. Il y a des activités qui sont gratuites, beaucoup de réseautage. Elles font aussi beaucoup de webinaires en cette période maintenant de crise sanitaire. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce que font ces 3 associations qui vous conduiront aussi vers d'autres organismes parce que c'est là que vous aurez aussi des liens vers d'autres associations, d'autres organismes. Juste, je ne sais pas si Sarah, France ou Mélanie, vous souhaitez encore dire quelque chose avant qu'on se quitte? Oui, Mélanie? Oui, juste pour dire aussi que effectivement, découvrir, elles ont une large palette de prestations et que par ailleurs, comme tu disais, Chokoufé, on peut aussi vous aider du côté des CV, lettres de motivation, entre simulation d'entretien d'embauche. Enfin voilà, si jamais vous souhaitez aussi, c'est aussi possible de venir à F Information, voilà, en fonction des demandes. Voilà. Et puis aussi, on collabore beaucoup. Voilà, on collabore beaucoup, les associations au sein du réseau femmes, notamment aussi F Information et Découvrir. Et parfois, si nous, on ne peut pas répondre à une demande, on vous adresse à Découvrir et vice-versa. Donc, vous serez de toute façon réorienté au sein du réseau femmes en fonction de vos besoins et aussi ailleurs, hein, pas seulement parfois l'OFPC aussi ou d'autres lieux qui sont peut-être plus adéquats selon vos besoins. Oui, c'est ça, c'est une des richesses du monde associatif finalement, c'est qu'on travaille en réseau et on va forcément vous orienter vers les personnes qui ont l'expertise adéquate pour vous accompagner au mieux. Oui. Rappelez peut-être aussi, Chokoufé, qu'on travaille la main dans la main avec votre job coach et justement pour tout ce qui touche au recrutement et aux entreprises, on travaille la main dans la main, toutes les associations féminines dans ce sens-là pour sensibiliser les entreprises aussi à tout ça. Absolument, oui.
Je peux rajouter une dernière chose? Oui, oui. Oui, je veux dire aussi, en termes de réseautage, F1 Formation aussi a un magnifique réseau, notamment avec les activités du RSIF, qui sont un réseautage plus informel, mais aussi très, très important, vraiment pour un réseau d'intégration. Ça, je trouve que c'est parce que tu as parlé d'O8, mais oui, voilà, F1 aussi. Et puis, si jamais, donc aussi, si jamais vous hésitiez, la Cité des métiers reste complètement accessible. Elle est plus accessible en présentiel, mais si vous allez sur le site de la Cité des métiers, vous avez le numéro général et ensuite vous avez un guide vocal qui vous dirige vers les différents espaces et on répond à toutes vos demandes par téléphone, que ce soit pour les questions de financement de formation, justement les possibilités de validation d'acquis d'un diplôme quand il y a des reconnaissances qui ne sont pas possibles, des informations générales sur les reconnaissances de diplôme, il y a aussi certains conseils sur le CV, voilà, donc n'hésitez pas. La cité reste ouverte à distance. À ce sujet, Aurélie, quelque chose de très important, vous avez continué les Zoom métiers et moi je trouve ça formidable parce que ça c'était quelque chose, c'est une collaboration en fait qui n'est pas officielle, mais en tout cas nous on envoie régulièrement les personnes qu'on accompagne vers ces Zoom métiers. Le FPC fait un travail extra de hebdomadaire, voire hebdomadaire ou mensuel en tout cas, de mettre un focus sur un métier ou des métiers d'un domaine et vraiment on vous encourage pour toutes les femmes qui cherchent un emploi d'aller sur le site de l'OFPC et de repérer les dates des Zoom métiers vous concernant vos domaines. C'est passionnant et ça vaut la peine. Et là, on est au cœur du réseautage et du développement d'informations. Donc, c'est un bon outil. Merci, je transmettrai aussi. Ouais. Bien, mesdames, est-ce qu'on se quitte sur toutes ces informations riches? Merci encore à toutes. Et puis, alors peut-être qu'on va se revoir en réseautant les unes les autres. Voilà, alors je crois qu'on va interrompre on va se quitter ici. Bonne soirée à toutes.